Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Patrick Martin, le président délégué du MEDEF. Bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Boursorama. Il faut qu'on parle de la réforme des retraites, bien sûr. Vous attendez, j'imagine, comme nous tous, avec impatience, la décision de la Cour constitutionnelle. C'est prévu pour vendredi, en fin d'après-midi, juste avant le week-end. Est-ce que vous espérez que la situation sera enfin clarifiée? Bien sûr. Ou c'est pas sûr? Il y a différents scénarios. Bien sûr qu'on le souhaite. Ah oui. Bien sûr qu'on le souhaite. Non, je ne peux pas être affirmatif quant à la décision du Conseil constitutionnel. On se doute qu'il y aura, du fait que ce sont des cavaliers budgétaires, un certain nombre de mesures qui seront reportées à nos textes de loi, singulièrement sur l'index senior. On y est prêt. Il est grand temps que le climat général s'apaise. Donc voilà, mais on ne sait pas encore si ce sera définitif, dans quelle mesure ce sera clarifié. C'est intéressant ce que vous dites là, parce que s'il y avait une censure des dispositifs en lien avec l'index senior ou le CDI senior, quelque part vous seriez satisfait, puisque vous n'étiez pas fan de la mesure, hein. Satisfait, non, parce qu'on ne sait pas, on sait à quoi on échappe, mais on ne sait pas ce qui nous sera réservé par la suite. Mais je reviens à ça pour insister sur un point. Bien sûr qu'il y a une tension, une frustration, un mécontentement assez généralisé dans le pays, mais le climat social, quoi qu'en rapportent les médias, si je puis me permettre, n'est pas aussi tendu que ça. Et en particulier, il y a très peu de mobilisation dans le secteur privé. Et une réforme qui ne fera que des perdants, nous a dit ce matin Laurent Berger. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que même si elle est de notre point de vue incomplète, cette réforme rééquilibrera pour partie les régimes de retraite par répartition et puis elle générera de la richesse. Ça, c'est un volet important qui n'a pas été suffisamment souligné. Du fait qu'il y aura plus de personnes en emploi, on créera plus de richesse et donc de manière indirecte, mais quand même, y compris en termes de prélèvements obligatoires, cotisations sociales, impôts, ça contribuera à la richesse du pays. Notre pays a besoin de richesse. Si les sages ne censurent pas le cœur de la réforme, c'est-à-dire les 64 ans, l'accélération de la durée de cotisation, mais qu'ils déclarent recevable ce référendum d'initiative partagée, on est reparti pour des mois d'incertitude avec une épée de Damoclès qui peut nous emmener jusqu'à mi-2024 et au JO. Absolument. Moi, je n'ai pas à me prononcer sur la dimension constitutionnelle de ce dossier, qui est importante, bien sûr, mais c'est vrai que si on prorogeait en quelque sorte, le cas échéant, en l'amplifiant, ce climat de tension, ça serait malencontreux pour la bonne marche du pays. Si le texte est validé dans ses grands principes vendredi, est-ce que vous demandez à l'intersyndicale de cesser ces journées de mobilisation? Nous, on n'a absolument pas donné de consigne à l'intersyndicale, chacun est chez soi. Ça n'empêche pas qu'on continue à discuter, d'ailleurs, avec les organisations syndicales. Non, je me garderai de ce genre de recommandations qui seraient inconvenantes. Ouais, la CDT ne fera pas 6 mois des grèves, en tout cas des manifestations, pendant 6 mois, nous a dit Laurent Berger. Donc c'est déjà quand même un début de réponse aussi, hein. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui affirment que si le gouvernement était revenu sur les baisses d'impôts de production, on n'aurait pas eu à faire cette réforme, en tout cas elle aurait été pour partie financée, dit autrement qu'on aurait pu aussi faire contribuer les entreprises et pas seulement tout faire peser sur les actifs. Vous répondez quoi à ça? Je réponds qu'il y a une bonne partie du chemin qui a été fait en matière de compétitivité des entreprises, mais qu'il en reste à faire et que ça serait la dernière des bonnes solutions. Ce serait en fait une mauvaise solution que de revenir singulièrement sur les impôts de production. Je reviens sur ce point. Il est impératif pour l'ensemble du pays, pour nos concitoyens, pour les entreprises elles-mêmes, bien sûr, que nous continuions sur la politique de l'offre. C'est le seul moyen de s'en sortir au même moment où la France régresse dans un certain nombre de classements et singulièrement sur le PIB par habitant. Ouais, on est 25e. On est 25e, on était PIB par habitant. On était 5e, je crois, il y a 20 ans. Et c'est pas dans, pardon, mais c'est pas dans le débat public, ça. C'est pas dans le débat public, alors que c'est essentiel, en définitive. On est tous la richesse par tête, par habitant. Ben voilà, pardonnez-moi l'expression, mais on se cherche des poux dans la tête. On est en train de gérer la pénurie. Je crois qu'il faut que nous sortions par le haut, c'est-à-dire que nous générions de manière raisonnée, de manière écologiquement responsable de la richesse. Ça réglera tellement de problèmes. Alors je sais que c'est politique, mais ça a des conséquences en termes de politique économique, Patrick Martin. Cette idée que toutes les grandes réformes du quinquennat soient déjà terminées et que ce serait une victoire à la Pyrrhus, à supposer que ça passe via les fourches codines du Conseil constitutionnel. Écoutez, je ne suis pas dans la tête du président de la République, je ne sais pas ce qu'il prépare. Nous, on appelle de nos voeux quand même la prolongation et pourquoi pas l'accélération d'une politique de réforme qui quand même a donné d'excellents résultats, ne serait-ce qu'en termes de création d'emplois. C'est aussi un sujet dont on ne parle pas assez et qui est extrêmement positif. On va en parler juste après d'ailleurs, mais juste pour finir là-dessus, quel rôle pour les partenaires sociaux dans le cadre, pour le reste du quinquennat, sur les sujets sociaux évidemment? Quel agenda
Comment retisser, alors pas le patronat, mais le gouvernement, vous, les syndicats, sur les sujets, il y a beaucoup de sujets. Alors par principe, mais a fortiori dans la configuration politique du moment, qui va perdurer pendant 4 ans jusqu'à preuve du contraire, il est essentiel de redonner aux corps intermédiaires d'une manière générale, aux partenaires sociaux en particulier, un poids qu'ils ont un peu perdu dans le pays. La faute à qui ? Il y a une propension naturelle de l'État français, hein, c'est l'administration et c'est le politique, de vouloir s'occuper de tout en ayant la prétention de tout faire mieux que les autres. Je pense que les praticiens que nous sommes, organisations syndicales, organisations patronales, sont quand même très légitimes, parfaitement fondés à s'emparer d'un certain nombre de sujets. On en a administré la preuve avec l'accord sur le partage de la valeur, un sujet extrêmement sensible. Qui sera retranscrit dans la loi, mot pour mot. C'est l'engagement qui a été pris par la Première ministre, et nous on va surveiller ça très précisément, parce que c'est le dernier moment pour donner un coup de canif dans la confiance qui existe encore entre les partenaires sociaux et avec les pouvoirs publics. En tout cas, vous redoutez que vendredi soir, on ne soit pas tellement plus avancé, c'est le risque aujourd'hui, parce que censure partielle, parce que référendum, initiative partagée, parce que... On verra. Bon, c'est intéressant parce que si on fait un point sur la politique de l'offre, elle a été menée comme rarement en France, cette politique de soutien aux entreprises, depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Il a baissé l'impôt sur les sociétés, on rappelle les chiffres de 33% à 25%, la fiscalité sur le capital avec transformation de l'ISF en impôt sur la fortune immobilière, la flat tax à 30%. Vous étiez à l'époque, quand je dis vous, c'est le MEDEF favorable à ces baisses d'impôts. Est-ce qu'avec le recul, chiffres à l'appui, sans ambiguïté, on peut dire qu'elles ont produit des effets positifs sur l'économie française, sur l'investissement, sur les salaires. On peut le dire ou pas? Il n'y a pas que les dividendes, mais c'est important les bénéfices aussi. On peut le dire, on peut et on doit l'affirmer. C'est spectaculaire. Je l'ai évoqué à l'instant en termes de création d'emplois. On voit que les entreprises françaises continuent à investir, qu'elles ont des projets, que le moral des chefs d'entreprise, contrairement à celui des ménages, demeure positif, même s'il se dégrade un petit peu ces derniers temps. Il faut absolument qu'on reste dans cette dynamique, parce qu'à nouveau, notre pays ne peut pas continuer à décrocher. À un moment donné, et je pense qu'on n'en est pas loin, singulièrement en termes d'endettement public, on va se heurter à un mur. Moi, je suis positif et je pense qu'il faut, convaincre, mais de manière très loyale, l'ensemble de nos concitoyens que c'est par le haut qu'on s'en sortira. Donc la politique de l'offre, pour vous, ça marche? C'est pas pour moi, c'est que factuellement, ça marche. Ouais. Après, ce qui est intéressant, quand on creuse un peu le sujet, pas trop, mais un peu quand même, les taux de l'impôt sur les sociétés, les taux ont baissé, mais les recettes fiscales liées à l'impôt sur les sociétés, on ne le dit pas assez, ont sensiblement progressé. On a les chiffres, vous avez les chiffres, je crois que c'est même des chiffres MEDEF, mais vous êtes basé, j'imagine, sur les projections et les chiffres réels de Bercy. De Bercy, oui. Sont passés de recettes donc, de l'impôt sur les sociétés. En 2018, on est à 30 milliards d'euros. En 2018, on est à plus de 60 milliards sur 2022 et projections 2023, on n'est pas très loin. Preuve que, et c'est intéressant parce que c'est contre-intuitif, quand on baisse la pression fiscale, notamment sur le taux d'IS, ça fait quand même augmenter au final les recettes fiscales. Il faut commencer par rappeler que sur tous les thèmes que vous avez pointés, le taux d'IS, les impôts de production, la flat tax, le prélèvement forfaitaire unique, etc., on s'est simplement rapproché, dans le meilleur des cas, on a rejoint la moyenne des pays développés. Hein. Donc, il n'y a pas de dumping fiscal. On ne peut pas dire que la France est devenue un paradis fiscal. Elle s'est réalignée sur des standards mondiaux. Après, il s'est produit exactement ce qu'on avait pronostiqué. Il y a un effet base. Qu'est-ce que vous voulez? Quand il y a un climat de confiance qui s'instaure, les agents économiques, d'une manière générale, ont le moral, investissent, créent des emplois. Doublement des recettes fiscales liées à l'IS en 4 ans. Et c'est pour ça que j'évoquais d'ailleurs sur la réforme des retraites l'effet induit qu'il y aura sur la création de richesses. Il faut vraiment qu'on s'inscrive dans cette perspective. Est-ce que, donc à vous écouter quelque part, il faudra aller plus loin en matière de politique de soutien d'entreprise, de politique de l'offre, sauf que la question c'est est-ce qu'on en a les moyens aujourd'hui? Je veux dire, on a 5%, et 4,7% de déficit public, on n'a pas les moyens aujourd'hui. Alors, soutenir les entreprises, c'est soutenir le pays, hein, parce que finalement les créations d'emplois, elles se font dans le privé. Les apprentis à 98,5% sont dans le privé, sont les entreprises privées qui ont essentiellement la solution. Donc je crois qu'il faut sortir de ce débat un petit peu réducteur, on aide les entreprises versus les citoyens, versus les salariés. Non, c'est un ensemble. Alors effectivement, on arrive à l'extrême limite de ce qui est envisageable en matière de finances publiques, mais vous-même, vous avez rappelé un instant qu'on générait de la matière fiscale, on génère des recettes sociales également. Regardez comme les comptes, par exemple, de l'UNEDIC se sont rééquilibrés du fait de ces créations d'emplois. Donc il faut véritablement qu'on rentre dans cette logique vertueuse, mais il faut quand même mieux l'expliquer, mieux la faire comprendre par tous.
Bon, autre sujet, cette élection à la présidence du MEDEF. C'est dans moins de 3 mois. Vous êtes 4 aujourd'hui sur la ligne de départ, ça ne bougera plus. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que... Ça peut encore bouger d'ailleurs. mais il peut y avoir des déclarations de candidature jusqu'au 5 mai. Jusqu'au 5 mai. Bon. Alexandre Sobo, président de France Industrie, finalement a renoncé à la présidence du MEDEF. Est-ce qu'on peut dire que la route est dégagée désormais pour vous? Si on dit que vous êtes le favori, c'est une réalité? Je ne commente pas les commentaires. Pour ce qui me concerne, je suis conscient que ça sera une très grosse responsabilité que d'assumer la présidence du MEDEF dans les 5 prochaines années. Et pour ce qui me concerne par tempérament, mais également par conviction, je suis en campagne. J'essaie de convaincre loyalement et de la manière la plus rationnelle l'ensemble de nos électeurs, qui sont très divers. Ça se jouera le 6 juillet. Bon, vous incarnez la continuité, vous l'assumez totalement, de Geoffroy Roux de Bézieux, puisque vous êtes comptable aussi, puisque vous avez été à ses côtés pendant 5 ans, même aux premières loges. Mais oui, j'étais en binôme, c'était lui numéro 1 avec Geoffroy. Je crois qu'on n'a vraiment pas à rougir du bilan de ce quinquennat, dans des circonstances, je le rappelle, extrêmement compliquées, gilets jaunes, Covid, crise énergétique, mais tout autant, et je crois que Geoffroy lui-même en est parfaitement conscient, les circonstances ont changé, pas nécessairement positivement, et donc il va falloir que dans les prochaines années, nous soyons encore plus affirmatifs, plus résolus, et j'allais dire plus convaincants quant à nos valeurs. Je ne reprends pas tout ce qu'on vient de dire sur la politique de l'offre en particulier. Ayons simplement un chiffre en tête. À l'heure actuelle, le poids des États-Unis et de l'Europe dans la création de richesse mondiale est à peu près le même, de l'ordre d'un quart. Les États-Unis, à ce jour, représentent plus de 30% de l'investissement mondial. L'Europe n'est qu'à 13%. Donc nous sommes très déterminés, par exemple, pour décarboner notre économie. Ça va demander des moyens. Il faut générer de la richesse. Il y a un plan industrie vert, justement. Il y a un plan industriel. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Alors, il y a eu quelques annonces comme ça par bribes, mais... Il y a différents aspects qui sont intéressants, singulièrement sur un volet qu'on a tous en tête mais qu'on n'arrive pas à régler, qui est celui de la simplification administrative. Il a été chiffré que les complexités administratives, l'empilage de réglementation au niveau français mais aussi au niveau européen, coûtaient à l'économie française, tous agents économiques confondus, ménages et entreprises, 100 milliards par an. Alors, si vous voulez, ce sont des économies qu'on peut aller chercher relativement facilement. Encore faut-il être très résolu pour y parvenir. Ouais. Il n'y a pas de grosse différence au final, ou pas, entre les 4 candidats aujourd'hui déclarés là, pour la présidence du MEDEF? Qu'est-ce qui différencie? Personne ne va prôner des hausses d'impôts, évidemment, mais sur les sociétés. Non, je ne crois pas. C'est un scoop. Non, alors après, il y a des profils, il y a des parcours qui sont différents et tous respectables. Il y a une expertise que l'on a plus ou moins de l'un à l'autre. Et puis, il y a des situations entrepreneuriales qui ne sont pas les mêmes. Ça ne résume pas la crédibilité des candidatures, mais ça doit être pris en compte, me semble-t-il. Et puis ensuite, il y a, comment dire, un background. Connaît-on ou pas les interlocuteurs syndicaux qui vont être très importants, plus importants encore dans les années qui viennent? Connaît-on ou pas les interlocuteurs politiques? A-t-on des connexions à l'international et singulièrement avec l'Europe? Je pense qu'il y aura quand même des différences assez importantes d'un candidat à l'autre, mais je le redis, chacun est crédible. Il y a une mesure phare que vous défendez, et qui pourrait vous distinguer, encore une fois, de vos concurrents, si au-delà du fait qu'on a compris que parmi toutes les qualités qu'il fallait avoir, vous cochez les cases, puisque vous êtes en contact avec les responsables syndicaux. Comment la candidature Patrick Martin se distingue-t-elle des autres? Bien, je crois qu'il faut installer ce débat qui peut paraître intellectuel, mais qui ne l'est absolument pas, qui est celui de la nécessité de la croissance responsable. Il faut qu'on inscrive la France dans une perspective positive, qu'on se mobilise tous, qu'on dépasse, pas tous les jours, mais quand même qu'on dépasse ces clivages, ces guerres picrocolines auxquelles on assiste d'une manière lamentable à l'Assemblée nationale. Et donc moi je suis très résolu à dire il faut que tous ensemble nous nous mobilisions pour créer de l'emploi, pour créer de la richesse, pour créer du pouvoir d'achat, pour créer des capacités d'investissement. La France a de bons fondamentaux. Quand on voit par exemple que le système bancaire continue à distribuer du crédit aux entreprises, on a des banques solides, on a un marché immobilier qui est essentiellement solide, on a un niveau éducatif qui à certains égards demeure bon, même s'il faut vraiment le rehausser à différents stades de formation initiale et continue. Moi je ne suis absolument pas résigné. Je ne veux pas dire que mes concurrents le sont, mais moi je suis très résolu et de manière très argumentée. Ouais. Donc ce n'est pas une mesure en tant que telle, c'est plutôt une philosophie. Après, ça se décline singulièrement sur la formation, sujet auquel je me suis beaucoup intéressé. Ouais. Il faut commencer par les lycées professionnels, mais il y a également la formation des seniors. C'est un sujet que je pense maîtriser relativement bien. On a évoqué le sujet de la pression fiscale ou des prélèvements obligatoires d'une manière générale. Si, et c'est tant mieux, on commence à générer des excédents, comment va-t-on les utiliser? D'abord pour se désendetter, mais peut-être le jour venu pour améliorer les régimes et
pour baisser les charges sociales, pour regagner encore en compétitivité. Il y a un volet très important qui est celui du logement, qui ne se résume pas aux seuls intérêts de la filière construction. C'est un enjeu massif de pouvoir d'achat et de mobilité dont on sociale. parle pas d'ailleurs, pardon, Oui. c'est un truc. Mais moi, il y a 4 ans que j'en parle. J'ai lu une chronique remarquable d'ailleurs de Nicolas Bavrez dans un hebdomadaire cette semaine. Je ne veux pas m'attribuer, je n'ai pas son niveau. Il était sur notre plateau la semaine dernière. Oui, et alors un certain nombre de commentateurs semblent découvrir ça. Enfin, c'est 30% des dépenses obligatoires des ménages français, c'est plus encore pour les ménages modestes. Quand on parle de pouvoir d'achat, c'est un des moyens de restaurer le pouvoir d'achat que de relancer la construction en France. On nous a promis un Big Bang de l'immobilier en 2017. Oui, mais on n'a pas vu. On n'a pas vu une espèce de prévention, de déni de la part des pouvoirs publics sur cet enjeu absolument essentiel, je le redis. Voilà, donc il y a un certain nombre de chapitres derrière cet impératif de croissance responsable. Et puis il va falloir financer la décarbonation. Et je crois que les pouvoirs publics européens et français se porteraient bien, en tout cas nous porterions bien, de partager des objectifs et qu'on nous laisse un peu tranquille ou tout à fait tranquille pour atteindre ces objectifs sans faire du micromanagement en permanence. On voit ce qui se passe sur l'automobile, c'est absolument déroutant, c'est instable. On voit ce qui s'est passé sur l'énergie et qui va nous coûter extrêmement cher. Je crois qu'il faut faire confiance aux acteurs privés. Vous réclamez des mécanismes de surinvestissement, d'amortissement, qu'on appelle ça c'est du suramortissement, oui, c'est ça, du suramortissement. du suramortissement quand, dans le cadre de l'économie, d'investissement décarboné, d'investissement vert. Non, mais la meilleure solution, c'est quand même de continuer à générer des marges dans les entreprises pour qu'ensuite elles puissent investir. L'autofinancement est quand même la meilleure solution. Après, j'évoquais le micromanagement. La difficulté quand on rentre dans ces dispositifs, c'est de les serrer, c'est de savoir qui est éligible, qui n'est pas éligible. Ça crée de la confusion, ça crée de l'instabilité. On le voit typiquement sur les systèmes opportuns, malgré tout, de dédommagement du surcoût de l'énergie. C'est un peu une usine à gaz, à tel point qu'il y a un certain nombre d'entreprises éligibles qui ne s'adressent même pas au guichet, tellement c'est compliqué. Donc, faisons simple. Bon, qu'est-ce qui changera au MEDEF si vous êtes élu président ? Parce qu'est-ce qui ne changera pas ? Vous demanderez des baisses d'impôts, ça on l'imagine. Bon, au-delà de la boutade, qu'est-ce qui changera au MEDEF si Patrick Martin est élu président ? Je pense qu'il faut aller encore plus loin dans le collectif parce que les circonstances nous imposent, quel que soit notre secteur d'activité, quelle que soit la taille de notre entreprise, d'être très mobilisés, d'être très solidaires entre nous pour porter ce message et expliquer à ceux qui ne l'ont pas encore compris que l'entreprise est avant tout la solution. Donc moi, je pense qu'on a encore des marges d'amélioration dans le fonctionnement collectif du MEDEF. Premier point. Deuxième point, je l'ai évoqué rapidement, je pense qu'il faut que nous soyons plus actifs encore, nous le sommes, dans le débat d'idées. Dans le débat d'idées, et singulièrement autour de ce débat assez fondateur, croissance versus décroissance. Il y a une petite musique décroissante qui est portée par des gens de bonne foi, pour d'autres qui le sont probablement moins, et je pense que c'est un suicide collectif si nous nous engageons sur la voie de la décroissance. On ne saura pas financer nos régimes sociaux, on ne saura pas financer la décarbonation de notre économie, on ne saura pas générer de l'emploi et de la richesse si nous inscrivons dans la décroissance. Et donc moi j'entends nous adjoindre plus encore des brillants esprits, y compris des contradicteurs d'ailleurs, pour qu'on aille sur ces terrains-là, qu'on aille par ailleurs. Donc il y a un devoir de pédagogie. De pédagogie, et puis après il y a des sujets. Qui n'a pas été. Ça a été un peu reproché par Pierre Gattaz dans une interview que j'ai lue, je crois que c'était aux Échos, où il reprochait un peu au MEDEF de ne pas avoir assez mouillé le maillot pour assurer la pédagogie justement de cette réforme des retraites. Oui, enfin tout le monde ne souhaitait pas que nous soyons très en flèche pour défendre la réforme des retraites. Je veux dire par là que s'il avait été identifié comme la réforme du MEDEF, ça n'aurait peut-être pas été un cadeau. Donc on a fait ce qu'on avait à faire, on a toujours dit depuis l'origine qu'on soutenait cette réforme, mais que ça n'était pas la réforme du MEDEF. Après il y a d'autres sujets très sensibles, je pense qu'il faut crever un certain nombre d'abcès. Les retraites par capitalisation, il faudra à un moment donné, si d'aventure le climat politique s'apaise, parler sereinement, rationnellement du sujet de l'immigration, de l'immigration économique. On a des centaines de milliers d'emplois qui ne sont pas pourvus aujourd'hui. Première réponse, nous remettre à niveau et le plus vite possible en termes de formation, faire revenir vers le marché de l'emploi les titulaires du RSA. Oui, mais est-ce qu'à un moment donné, on n'aura pas une impasse sur des métiers qui sont indispensables au bien collectif ? Je pense en particulier à l'aide à la personne et à la santé. Voilà, beaucoup de chantiers. Beaucoup de chantiers passionnants. Président du MEDEF. Élection le 6 juillet, c'est ça ? Le 6 juillet. Voilà, merci de passer nous voir. Donc Patrick Martin, président délégué du MEDEF, invité de la grande interview en direct sur Boursorama, à retrouver tout à l'heure à 14h en replay. Merci. Merci.